Ça c'est dingue. T'imagines que ce truc a plus de 100 ans. Ils l'ont fait en 4K. Genre à l'époque, les mecs, ils allaient au cinéma en costard cravate et tout. Enfin, ridicule, quoi. Oh, pardon. Non, non, il est joli, ton costume. Il est très bien. Oh, on pourrait parler des premiers films du cinéma. Hop! C'est toi qui fais ça? Pourquoi tu veux qu'on parle d'argent tout le temps? On pourrait parler de films, je sais pas. Oui, d'accord, il y en a d'autres qui le font. N'empêche, c'est pratique ce truc-là. Tu sais faire quoi d'autre? Oh, je voulais parler de films. Bienvenue dans Perf, et pour ce tout premier épisode, nous allons aller aux fondements du départ, des origines originelles, des projections de cinéma. Nous y rencontrerons des personnages hauts en couleur tels que l'incomparable William Laurie Dixon, le visionnaire Thomas Edison, ou encore les célèbres lumières. Pas celle-là. Non, celle-là non plus. Attends, mais tu veux saboter mon intro ou quoi? Ah, quand même. Bref, on suivra les différentes évolutions de ce nouvel art, et on en viendra à se demander, comme les gens qui le découvraient à l'époque, mais bon sang bois Marguerite, mais qu'est-ce donc que l'industrie du cinéma? En 1887, Louis-Aimé Auguste Leprince, c'est une seule personne, invente la première caméra de l'histoire du cinéma, qui enregistre une suite de photographies sur un support papier. Le problème, c'est que le papier, c'est fragile, et il n'arrive ni à le faire défiler, ni à le projeter. Mais c'est pas grave, parce que ce faisant, il a ouvert une porte. Bon, en réalité, il a dû en ouvrir plusieurs des portes. Bah pour sortir de chez lui... C'est alors que Thomas Edison, par l'odeur alléchée, fait son apparition. À cette époque, il venait d'inventer le phonographe, qui permet d'enregistrer des sons sur un cylindre de cire, puis de les diffuser. Et accessoirement remplir considérablement les poches de son créateur. Il ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et il envisage l'opportunité d'associer l'image et le son. Et ça tombe bien, car en 1888, John Cornbutte, c'est moche, invente un nouveau support en nitrate de cellulose. Non, ce n'est pas une maladie. Qui est bien plus résistante que les bandes en papier de Louis-Aimé Machin. Par contre, ils ont un petit inconvénient. Elles peuvent prendre feu. Spontanément. Un feu qu'on ne peut pas arrêter d'ailleurs. Mais Edison s'en fiche, et il se dit que ça vaut bien le coup de risquer de finir carbonisé si on peut arriver à faire défiler quelques images. Au pire, il se fera griller des saucisses sur les cendres de son invention. Il charge alors un de ses fidèles acolytes d'inventer deux machines. L'une qui permettra d'enregistrer des images successives sur la bande de Cornbutte, et l'autre qui permettra de les diffuser. Ce fidèle acolyte n'est autre que William Kennedy Laurie Dixon. C'est toujours qu'une seule personne. Mais que pour des raisons pratiques, nous appellerons Ken. Ken est doué et Ken bosse dur, et il arrive à inventer les deux machines. D'abord le kinétographe, qui permet d'enregistrer les images sur une bande, une pellicule quoi, et le kinétoscope qui permet de les diffuser. Enfin, diffuser est un bien grand mot, parce qu'en fait il s'agit d'une boîte qui par un système de moteur fait tourner la pellicule devant une lampe pour qu'un spectateur unique, courbé sur la machine, puisse voir quelques secondes d'images animées grâce à un œilleton. Et une toute nouvelle forme de spectacle pour le prix d'une pièce et une douleur lancinante au lombaire. Waouh! Et ça marche! Edison est toujours dans les bons coups et il invente un modèle économique pour exploiter ce nouvel outil. Il va ouvrir des salles dans lesquelles il installe des kinétoscopes, qu'il va appeler ensuite des kinétoscopes parlors. Des parloirs? Comme en prison? Et dans ces kinétoscopes parlors, des gens plutôt fortunés, on va pas se les cacher, pourront venir en secret admirer des images friponnes de femmes qui dansent ou de braves gens qui s'adonnent joyeusement à la boxe. Il prend bien soin, comme à son habitude, de déposer un brevet pour protéger sa machine sur le territoire américain. Peu de temps après, à quelques kilomètres et un océan de là, Antoine Lumière jette un œil à ces curiosités venues d'Amérique. Il y voit un filon et il décide de retourner à Lyon pour en parler à ses deux fils, Auguste et Louis. Ceux-ci sont intrigués par le concept et ils se disent qu'il serait peut-être plus profitable de projeter les images sur un grand écran plutôt que de se cantonner à un spectateur unique.
Ils vont alors inventer une machine particulière qui permettra non seulement de capturer les images, mais également de les projeter. Ils appelleront ça le cinématographe. L'idée de la projection est assez logique finalement, et elle a forcément traversé l'esprit de Ken, l'inventeur du kinétoscope. Il proposera alors à Edison d'inventer une machine qui permet de projeter les images sur grand écran. Ce à quoi Edison répondra immédiatement et logiquement. Tu vois ce petit mot sur la boîte? C'est marqué Edison, et pas Ken. Et pourquoi à ton avis? Mais parce que c'est moi le patron, et toi tu bricoles des trucs. Alors non gars, on va pas faire ça. Mais parce qu'on se fait de la maille avec nos boîtes à films. Alors on va les améliorer, on va y mettre du son. Parce que plus on en vend, plus on palpe. Et alors il vaut mieux vendre 10 boîtes à 10 mecs plutôt qu'un seul projecteur à 10 mecs. Alors vas-y, fais ton projecteur et vends-en 2. Deviens pauvre et finis tes jours dans la solitude. Comme ça je te traînerai en procès pour avoir volé mes idées brevetées. Ou alors, tu continues de bricoler pour moi et de réaliser des films dans lesquels tu salues avec ton chapeau moisi, où tu filmes des nanas qui dansent ou alors des types qui se collent des mornifles, peu importe. Bref, Ken part à la concurrence pour développer un projecteur. Pendant ce temps, les Lumières ne chôment pas, et ils organisent la première projection publique du cinématographe. Ils sont en réalité pas les premiers à le faire, mais leurs prédécesseurs ont rencontré des difficultés techniques, faisant qu'ils ne sont pas tout à fait rentrés dans l'histoire. Le 28 décembre 1895 donc, les Lumières ont le plaisir de montrer leurs gros engins, ainsi que 10 petits films qu'ils ont réalisés eux-mêmes, devant une foule en délire de 33 personnes. Mais les gens sont impressionnés, ébahis, et Bobby. Il ne manque pas de s'esbaudir, n'est-ce pas Marguerite? Georges Méliès lui-même, particulièrement en sueur ce jour-là, leur propose une somme rondelette pour racheter le cinématographe. Et il écope d'un courtois mais implacable refus. Mais celui qui est vraiment en sueur ce jour-là, c'est l'ami Edison, qui se dit qu'il aurait peut-être mieux fait d'écouter Ken. Et il jurera, mais un peu tard, qu'on ne les reprendra plus. Les projections des Lumières rassemblent assez vite plusieurs milliers de spectateurs. Et les deux frères décident d'envoyer des techniciens aux 4 coins du monde afin de filmer pour alimenter le catalogue de films. Fort de leur succès, ils décident d'étendre leur activité aux États-Unis, dans lesquels ils organisent des projections au fort retentissement. Seulement voilà, Edison. Edison, qui vient d'éponger sa sueur, a développé son projecteur. Et il se dit, eux là, une fois mais pas deux. Donc il se lance dans une guerre ouverte pour avoir le monopole du cinéma aux États-Unis. Avec un argument marketing imparable. America for Americans! Le problème c'est qu'il lui manquait une casquette avec son slogan dessus, sinon il aurait pu se lancer en politique. Et il va gagner. Bref, les Lumières, fraîchement virés de chez l'oncle Sam, montent un modèle économique pour exploiter leur invention en français. Quoi, Barnabé? Évidemment, ça parle de pognon. Tu veux présenter le truc? Mais tu sais pas parler. Ah mais tu sais pas écrire non plus visiblement. Hein. Alors voyons. En 1896, les Lumières accordent l'exclusivité des projections sur un territoire, une ville ou un pays à des confessionnaux. Hein? À des concessionnaires. Ah oui, comme pour les voitures. Ils leur prêtent un cinématographe ainsi que des films et font venir aux frais du concessionnaire des projectionnistes. Et en échange, ils récupèrent 50% des recettes du concessionnaire. En fait, c'était facile. À l'époque, les principaux clients des Lumières sont des forains, désireux de montrer cette curiosité scientifique qu'est le cinématographe partout où ils passent. Ils enchaînent donc les projections de films, et ce jusqu'à l'usure totale et la destruction des pellicules, qui doivent donc être remplacées. Malheureusement, le succès est tel que les frères Lumière ne parviennent plus à fabriquer assez de copies de films, ni former assez de projectionnistes pour contenter tout le monde. C'est alors qu'en 1897, ils décident d'abandonner leur modèle économique en vendant directement leurs projecteurs et leurs films aux concessionnaires, qui pourront alors les utiliser comme bon leur semble, sans avoir à partager la moitié de leurs recettes. Et ils vont s'en mettre plein les poches. N'est-ce pas, Barnabé? C'est également vers cette période que les premières salles de projection sédentaires apparaissent, notamment à l'initiative des industriels Charles Pathé et Léon Gaumont, qui sont par ailleurs producteurs et distributeurs de films. Pour compléter leur catalogue de films proposés, les concessionnaires peuvent alors se tourner vers de nouveaux producteurs, Pathé et Gaumont bien évidemment, mais aussi Georges Méliès. Il s'est visiblement bien remis de son râteau. Donc on a les salles d'un côté, les distributeurs et les producteurs de l'autre, de nouveaux métiers qui se créent pour le cinéma, l'industrie du cinéma est lancée. Bon ben voilà, je crois qu'on a fini. Bon d'accord, c'est pas tout. Le système qui permettait d'acheter des projecteurs et des films convenait très bien aux forains qui étaient toujours en déplacement.
Il pouvait ainsi investir une somme de base pour acheter un projecteur et un catalogue de films, puis l'utiliser autant qu'il le voulait pour amortir et rentabiliser leur investissement. Il pouvait, s'il le voulait, projeter un même film tous les soirs pendant 1 an ou plus. Et pendant 10 ans, ils vont participer à faire connaître le cinéma à la grande population et générer beaucoup d'argent. C'est l'âge d'or du cinéma forain. Mais ça ne pouvait pas durer, n'est-ce pas? En 1907, Charles Pathé, alors distributeur de films, Il les achète à un producteur et il les revend aux salles. et propriétaire de quelques salles de cinéma, considère que la vente de films ne rapporte plus assez. Il va donc décider de ne plus vendre les films, mais de les louer. Et là, ça change tout. Et là, c'est les forains qui sont en sueur. Pour bien comprendre, Barnabé, tu vas faire un schéma. Admettons qu'un forain achète... Barnabé, mais t'as pas une autre image? Tu fais vraiment n'importe quoi. Admettons qu'un forain achète un cinématographe pour 100 francs, ainsi qu'un film pour 100 francs également. Il possède le film pour une durée illimitée, ou du moins jusqu'à ce que la pellicule soit trop usée ou casse. Pour gagner de l'argent, il doit donc faire une recette de 200 francs minimum. Admettons que le prix du billet soit de 1 franc, et oui, c'est une autre époque, et qu'il fasse 10 séances par mois et qu'il arrive à attirer 10 spectateurs à chaque séance. Au bout de 20 séances, soit 2 mois, il aura totalement rentabilisé son achat et commencera à faire un bénéfice. À partir de là, chaque séance supplémentaire augmentera son bénéfice, c'est plutôt simple. Le 3e mois, il gagne 100 francs qui vont directement dans sa poche. Barnabé... Mais maintenant, que se passe-t-il si on loue un film pour une durée déterminée? Il paye donc 100 francs pour obtenir le cinématographe, puis cette fois, il paye 50 francs pour obtenir un film pour 1 mois. Il fait toujours 10 séances et attire toujours 10 spectateurs. Le 1er mois, il gagne 100 francs, ce qui lui permet de couvrir le coût du projecteur. Mais il lui reste à gagner les 50 francs qu'il a payés pour le film. Le 2e mois, il paye à nouveau 50 francs pour avoir un nouveau film. À la fin du mois, il gagne toujours 100 francs et rembourse le film du 1er mois et le film du 2e mois. En 2 mois, il a donc rentabilisé le cinématographe et les 2 films qu'il a payés, tout va bien. En revanche, le 3e mois est différent, car il paye à nouveau 50 francs pour un film. Il gagne toujours 100 francs, donc à la fin du mois, il aura dégagé un bénéfice de 50 francs, alors que dans le système précédent, il avait gagné 100 francs. Son bénéfice est donc divisé par 2, forain pas content. Mais ce n'est pas tout, car dans cet exemple, on part du principe que le film marche plutôt bien. Mais que se passe-t-il si le film ne plaît pas et que peu de spectateurs viennent? Eh bien, si sur un mois le forain fait moins de 50 spectateurs, il perd de l'argent. Ce qui signifie qu'avec le système de location, le forain est dépendant du succès du film. La salle où le forain prend alors un risque. Il fait un pari sur le nombre d'entrées. Et ça a plusieurs conséquences, et notamment chez le producteur. Car si un producteur produit des films qui ne marchent pas, eh bien les salles prendront des films concurrents. Ce qui fait que le producteur ne pourra pas rentabiliser son film. Le producteur prend donc lui aussi un risque. Le producteur doit donc rendre son film plus attirant que celui de ses concurrents. Et pour cela, il a plusieurs solutions. Il peut miser sur un sujet qui attire, sur une star montante du cinéma, ou bien sur la forme du film lui-même en termes de spectacle ou d'effets spéciaux. Dans tous les cas, il va devoir investir plus d'argent pour son film. Et c'est ce qu'on note à partir de 1917, où on voit les budgets des films grimper très rapidement. Et cela change tout le marché des films. Initialement, c'était la fabrication d'un projecteur qui coûtait le plus cher, et la location et la vente d'un film servaient à encourager les gens à acheter des projecteurs. En économie, on dit que le projecteur était l'offre principale. Et le film, c'était l'offre secondaire, car elle sert à entraîner l'achat de l'offre principale. Et depuis que les salles sont toutes équipées en projecteurs, on ne cherche plus à vendre de projecteurs. On cherche à louer des films. Le film n'est plus un prétexte à l'achat d'un projecteur, maintenant le film est un produit. Et maintenant, ce sont les projecteurs et ces innovations qui sont au service du film. Pour la 3D, on ne va plus seulement voir une séance en 3D, mais on va voir un film en 3D. Et les gens ne s'y trompent plus, les gens ne vont plus voir une séance de projection, ils vont voir un film. Et ça se confirme dans les habitudes. À partir de ce moment-là, on ne dira plus le samedi soir quand on est désœuvré « Tiens donc Marguerite, et si nous allions au cinéma ?» On dira plutôt « Tiens donc Marguerite, et si nous allions voir un film ?» Ou « Tiens donc Marguerite, et si nous allions voir le nouveau film de Méliès ?» Ce qui nous permet une réflexion. Est-ce que ça a toujours du sens de parler de l'industrie du cinéma? Ne devrait-on pas plutôt parler de l'industrie du film? Comme quoi il s'en est passé des choses depuis ce film. Hein? Barnabé ?